Bonjour, je m'appelle Aïda Touiri, je suis journaliste depuis plus de 20 ans et ça fait plus de 20 ans que la diversité, c'est un vrai sujet dans toutes les rédactions que j'ai travaillées. C'est un vrai sujet, mais c'est pas un sujet comme un autre parce qu'il cristallise autant de crispation que d'espoir parfois dans tous les milieux et particulièrement dans les métiers d'image comme la télévision, le cinéma et la mode bien sûr. Alors pendant longtemps, j'ai pas été très à l'aise en fait avec cette question de diversité. Pas parce que j'avais du mal avec qui j'étais, mais parce que cette diversité, finalement, je la porte en moi quelque part. Je m'appelle Aïda, j'ai une tête d'arabe, j'ai des cheveux de berbère nord-africaine, je suis une femme, fille d'ouvrier, immigrée, illettrée. Et quand on parlait de diversité, le plus souvent, c'était pour stigmatiser, alors que tout ce dont j'avais envie finalement, c'était d'être comme les autres, avec mes différences certes, mais comme les autres, avec les mêmes droits que les autres et les mêmes chances que les autres. Et puis sont arrivées en France en 2005 les émeutes dans les banlieues suite à la mort de Ziyed et Bouna, deux ados, un arabe, un noir, alors qu'ils étaient poursuivis par la police à Clichy-sous-Bois près de Paris. Ça a duré longtemps. 3 semaines de révolte, de violence dans presque 300 villes partout en France. Et ça a été un séisme politiquement. Au lendemain de ces événements, le président de l'époque, Jacques Chirac, avait convoqué tous les patrons de presse, tous les présidents de chaînes de télévision avec un message très clair. Il faut que ce qu'on voit à la télé reflète ce qu'on voit dans la rue, au supermarché, dans les écoles, bref, que chacun puisse se reconnaître et que chacun trouve sa place. Alors 15 ans ont passé depuis, certaines choses ont changé, mais ce qui s'est passé le 25 mai 2020 à Minneapolis, aux États-Unis, a rouvert des plaies qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé en fait. Comment expliquer alors que le martyre de George Floyd a été un tel électrochoc partout dans le monde, dans toutes les couches de la société? C'est comme si cet événement fondateur avait remis ces questions sur le devant de la scène de la manière la plus crue et la plus brutale qui soit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, collectivement? Vous allez voir qu'on a tous un rôle à jouer et c'est tout l'enjeu de cette masterclass réalisée par Balenciaga. Dans cette masterclass diversité et inclusion, vous allez apprendre à quoi ça sert en fait la diversité. Pourquoi est-ce qu'on en fait un sujet de société, un enjeu d'entreprise? Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? La diversité est-elle vraiment une richesse et si oui, en quoi? Pour y répondre, nous avons rencontré les meilleurs chercheurs, économistes, historiens, psychologues, généticiens. Vous allez voir que la diversité est aussi une question de survie dans notre vie personnelle et professionnelle. Et si on commençait par le tout début, les origines, de quoi on parle, de qui on parle quand on évoque la diversité? Celle de nos origines est une incroyable épopée qui commence en Afrique et c'est à la lumière de la génétique que je vous propose une première définition avec Luis Quintana Morsi, éminent professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur. Il est spécialiste en génétique humaine et c'est grâce à la diversité génétique qu'il retrace notre histoire démographique. On l'écoute. L'étude de la diversité génétique nous montre clairement qu'on est une espèce, d'une part, très riche génétiquement, très riche biologiquement, et surtout nous montre que nous sommes tous de la même souche. On s'est tous originés en Afrique, il y a environ 200 000 ans, 300 000 ans, et tous les non-africains, quelque part, on trouve nos racines en Afrique. L'homme quitte l'Afrique il y a environ 60 000 ans, et après, l'homme migre et s'installe partout dans la planète, en Europe, en Asie, aux Amériques, au Pacifique. Et lors de ces voyages, lors de ce peuplement du monde, les humains ont dû s'adapter à des environnements très différents. Différents climats, le froid, différentes ressources nutritionnelles et aussi différents pathogènes. Or, pour que les humains puissent survivre, les différents environnements qu'ils ont rencontrés, ils ont dû se adapter à l'environnement. Et la base de l'adaptation humaine à l'environnement, c'est la diversité génétique. D'une part, il y a des mutations, c'est-à-dire des changements dans notre génome
qui peuvent nous permettre de mieux nous adapter à l'environnement, mais il y a une autre façon de se brasser, d'utiliser la diversité, que c'est le métissage. Quand une population migre et arrive dans un autre endroit, au lieu d'attendre qu'un jour une mutation va arriver et va lui permettre de mieux résister au paludisme, quoi de plus simple que se métisser avec la population qu'il y a sur place, qu'elle est adaptée à l'environnement. Donc le métissage, c'est une des façons de s'adapter à l'environnement et de mieux survivre. On est tous des métis, à différents niveaux. Mais ce qui est clair, que même ceux qu'on appelle des Européens de souche, au moins ils sont des métis de 3 différentes populations. Des premiers hommes paléolithiques qui sont arrivés en Europe il y a 40-50 000 ans, des moyens orientaux qui sont arrivés avec l'agriculture dans les dernières 10 000 ans, et des populations qui sont venues de l'Est de l'Europe, qui ont amené en Europe les langues indo-européennes. Donc même les Européens de souche sont des métis de 3 populations différentes, plus le 2-3% qu'ils ont dans leur génome qui provient de l'homme de Néandertal. Donc des populations pures, ça n'existe pas en biologie. Ça n'existe pas. Sans diversité, il n'y a pas d'évolution. Sans diversité, il n'y a pas d'adaptation. Parce que sans diversité, il n'y a pas de substrat sur lequel s'adapter. Si on était tous des clones, si on était tous pareils, c'est la mort de l'espèce humaine. Pas de diversité, pas d'évolution, fin de notre espèce. Si on doit notre survie dans la nature qu'à la diversité, que dire alors de notre survie dans le monde du travail, cette autre jungle? Comment s'exprime cette notion de diversité? Et d'abord, qu'est-ce qu'elle veut dire vraiment? Vous allez voir qu'on n'a pas du tout la même réponse selon qu'on se trouve à Paris ou à New York. Petit tour d'horizon avec l'historien François Durper et Junko Takagi, professeur à l'ESSEC Business School. Le mot diversité en France est une importation du mot diversity américain. En fait, la diversité est née dans le contexte des entreprises américaines. Il est né en particulier de la politique d'affirmative action qui a été mise en place au milieu des années 60. Les États-Unis, on le sait, sont issus d'une histoire faite de violences raciales, d'abord l'esclavage, ensuite la ségrégation, mais par les droits civiques, eh bien, les Américains ont réussi à retourner la question raciale dans un sens positif. On a donc construit un modèle de diversité affirmée, alors qu'en France, on a un modèle de diversité plus effacé. Parce que la France se vit comme un pays universaliste. La République, dit-on, est une et indivisible. Et pour que la République soit une et indivisible, il faut que les individus s'effacent. Comme si, dans le cadre français, il fallait effacer la différence de l'autre pour mieux le respecter. Quand on parle de la diversité, il y a la diversité de la diversité, qui est très très important. Et on mélange plein des problématiques différentes, donc les femmes, les personnes en situation de handicap ethnique, et l'âge intergénérationnel, etc. Et on met tout ça dans un panier de diversité. Quoique, le problématique pour chaque dimension de la diversité peut être différent. Et donc, pour tout ce qui est diversité ethnique, sociale, parce qu'en France, c'est très difficile on ne peut pas distinguer les deux. Donc, on voit, etc., mais on n'a pas les mots pour exprimer ces éléments. Quel est le problème alors? Et pourquoi s'exprime-t-il avec encore plus de force aujourd'hui alors qu'on sait que la situation n'est pas nouvelle? Pour François Durper, la mort de George Floyd a bouleversé les cœurs et bousculé les codes. On l'écoute. Il y a très clairement eu un avant et un après George Floyd. Cet événement tragique, eh bien, il est au cœur de ce qu'on appelle aux États-Unis le crossover, c'est-à-dire le fait de passer en dehors de sa communauté, d'aller à l'extérieur, de traverser. Et c'est le nombre de blancs dans les manifestations que l'historien a tout de suite remarqué. Dans les années 60, dans le mouvement des droits civiques, il y a des blancs militants
aux côtés des Noirs. Mais là, c'est beaucoup plus massif. Et d'ailleurs, les sondages d'opinion le montrent. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, une majorité de Blancs dit il y a un problème avec la police. Certains Noirs ont ironisé en disant c'est la première fois dans une manifestation Black Lives Matter, la vie des Noirs contre, que j'étais minoritaire. Une manifestation Black Lives Matter avec une majorité de Blancs dans les manifestations. Et c'est une nouvelle génération américaine et mondiale, une génération très engagée. On appelle ça l'engagement intersectionnel de jeunes qui ne sont pas seulement antiracistes, qui sont antisexistes, qui sont farouchement écologistes et qui veulent construire un monde meilleur. Et ce monde meilleur est tout à fait à notre portée, à condition de s'intéresser au sens de ce qu'on fait. Et cette quête de sens est d'autant plus importante en cette période de crise sanitaire, si l'on en croit Junko Takagi. Écoutez-la. C'est le Covid et je pense Black Lives Matter. Hein, ces deux éléments ensemble ont fait qu'il y a beaucoup d'intérêt qui est généré en ce moment dans les entreprises pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Okay. Et donc il m'appelle, il dit Junko, on aimerait bien avancer sur la diversité. La première chose que je lui demande, c'est pourquoi? Quelle est votre raison pour s'intéresser à la diversité? Okay. Et quand il me dit parce que il y a des choses à faire, on n'a pas beaucoup de femmes, pourquoi vous voulez plus de femmes? Vous voyez? Et le pourquoi, c'est très très important, parce que si c'est juste que nos collaborateurs ne reflètent pas nécessairement, il n'y a pas une réflexion de la pourcentage dans la société, c'est pas suffisant. Comment aller plus loin encore? Quelles sont les erreurs à éviter? C'est là qu'intervient la notion d'inclusion, qu'on confond souvent d'ailleurs avec la diversité. Pour Pete Stone, consultant diversité et inclusion, l'une ne va pas sans l'autre. Je pense qu'il est important de faire la différence entre la diversité et l'inclusion. Effectivement, souvent les gens font l'amalgame entre les deux. Pour moi, la diversité, c'est simplement l'état statique des différences entre les gens. Donc c'est à quel point les gens peuvent être différents. L'inclusion, c'est ce qu'on fait avec la différence entre les gens. Donc diversité, état statique. Inclusion, c'est une dynamique. C'est permettre aux gens qui sont différents de continuer à être différents, de continuer à exprimer la différence de l'identité, etc. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on recrute les gens divers, c'est recruter une femme parce que c'est une femme, recruter une personne handicapée parce qu'elle est handicapée, recruter une personne noire parce qu'elle est noire. Il faut recruter des gens qui sont compétents, mais il faut encore une fois vérifier qu'on a un vivier de talents qui est le plus divers possible et recruter des gens les plus compétents. Si on essaie de recruter, de pousser des choses, de forcer des choses et de recruter des gens uniquement parce qu'ils sont des hommes, des femmes, etc., je pense qu'on ne va pas réussir. On va stigmatiser des gens. C'est vraiment le vivier de talents qui est le plus important. Et après, avoir des processus qui non seulement ne sont pas discriminatoires, mais en plus dans lesquels on a réduit les biais et les stéréotypes pour faire en sorte qu'avec un vivier très divers, on recrute les meilleurs parce qu'on n'est pas influencé par tous les biais qu'on peut avoir si on ne les maîtrise pas. Sauf qu'ici, on se heurte à un problème de taille. Il y a en France des contraintes pour les entreprises à travailler sur les questions de diversité, mais pas pour toutes les diversités. Pourquoi la plupart des entreprises travaillent sur les femmes et les personnes en situation de handicap en France? C'est parce que, on peut les compter, et deux, il y a les lois. Okay? Donc, pour les entreprises, c'est clair, si on n'a pas besoin de le faire, c'est plus facile si on ne fait pas. Okay? Mais si on dit, oui, on va se lancer, okay, il faut pouvoir mesurer, parce que tout le management est créé sur la comptabilité. Si on ne peut pas compter, c'est très très difficile de faire quoi que ce soit. On peut dire, on a mis une stratégie en place, mais on ne peut pas compter. Donc on ne sait pas quel est l'impact de ça. Ça n'avance pas. On a besoin des chiffres, donc c'est là où il y a le management qui entre. Donc le leadership, c'est de dire, ok, on a besoin de faire quelque chose sur la diversité. Ça peut apporter quelque chose aussi sur l'entreprise, et donc on a tout un intérêt pour le faire. Okay? Mais comment faire? On est bloqué par le méthodo. Le méthodo, c'est il faut compter. Reste alors à diversifier les ressources, à puiser dans un vivier de talents le plus divers possible, aller les chercher où qu'ils se trouvent, à tous les niveaux de hiérarchie, en commençant par les plus jeunes. L'important n'est pas seulement le haut de la pyramide, c'est très important de se dire il ne faut pas qu'il y ait de discrimination, mais attention à ce qu'on appelle aux États-Unis le tokenism. Le tokenism, c'est une pratique consistant à mettre
quelques personnes issues de la diversité pour faire oublier que beaucoup de personnes sont exclues, mais sont exclues bien en amont. Et bien en amont, c'est l'éducation. Donc c'est la question de l'éducation qui compte. Et ce qui est préoccupant, c'est que dans un certain nombre de pays, les ségrégations se produisent dès le plus jeune âge. On retrouve des quartiers qui sont ségrégés dans les grands pays, même les pays les plus riches, et ça produit une éducation à deux vitesses. Il ne faut pas oublier que le mouvement des droits civiques américains est parti de la déségrégation des écoles. C'était même un an avant l'émergence de Martin Luther King. On a commencé par l'école parce qu'on avait compris que tant qu'on aurait des écoles pour les uns, les blancs, et pour les autres, les noirs, eh bien on ne pourrait jamais produire une société égalitaire. Lorsqu'on veut vraiment faire une diversité réelle, profonde, enracinée de le tissu social, et c'est aussi le rôle des entreprises de le dire et de s'associer aux éducations nationales dans tous les pays pour faire avancer des dispositifs, il faut partir des plus petits à l'école élémentaire, au collège et au lycée. Ces talents qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait? À quoi ça sert finalement la diversité? Le fait d'être plus performant, cette intuition qu'on innove davantage quand on est issu de la diversité, comment on le sait? À quoi c'est dû? Autant de questions auxquelles répond l'intelligence collective. Cette science a connu un formidable essor ces dernières années. Émile Servan-Schreiber en est l'un des plus grands spécialistes. Il l'étudie pour prévoir les stratégies des gouvernements comme des entreprises. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas d'intelligence qui ne soit pas collective. On n'est toujours intelligent qu'ensemble. Et c'est vrai autant pour les neurones qui collaborent dans votre cerveau que pour les gens qui collaborent au bureau et les algorithmes qui collaborent dans les intelligences artificielles. L'intelligence est toujours collective. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe est plus intelligent qu'un autre? Et c'est là où ça devient passionnant, parce que, alors, première découverte, probablement plus grande découverte du siècle, de ce jeune siècle, c'est que plus il y a de femmes dans le groupe, et plus le groupe est intelligent. Donc l'intelligence du groupe dépend plus, en fait, de la mixité du genre dans le groupe, et notamment de la proportion de femmes, que de l'intelligence individuelle des gens dans le groupe, et même du génie individuel de quelqu'un dans le groupe. Alors on explique ça parce que dans les groupes où il y a plus de femmes, il y a d'abord une meilleure qualité d'écoute. Et il y a aussi une meilleure distribution du temps de parole. Ça, c'est assez simple à comprendre. En fait, plus il y a de femmes dans le groupe, moins il y a d'hommes pour monopoliser le temps de parole. Et deuxièmement, il y a aussi cette meilleure qualité d'écoute, parce que les femmes, statistiquement, en moyenne, les femmes sont meilleures que les hommes pour percevoir les signaux non-verbaux et pour comprendre et pour être attentive à ce qui se dit et ce que l'autre est en train d'essayer d'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, à la fois, plus de gens s'expriment, plus de gens écoutent, et donc du coup, il y a une meilleure bande passante entre les gens dans le groupe, et c'est la bande passante, la qualité de la communication dans le groupe, qui fait que le groupe est intelligent, plutôt que la puissance individuelle des cerveaux dans le groupe. Et ce n'est pas la seule découverte de ce siècle. En fait, ce sont tous les types de diversité qui vont jouer dans l'intelligence d'un groupe. Les origines, l'âge, le genre, le milieu. La preuve par les maths, toujours avec Émile Servan-Schreiber. Tout ça repose en fait sur une loi mathématique. Ça s'appelle le théorème de la diversité. Alors, la diversité, on en parle souvent comme d'un impératif moral. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est un impératif moral, parce qu'on est tous différents, du coup tout le monde doit être inclus dans tous les processus de la vie. Mais c'est beaucoup plus qu'un impératif moral, c'est une loi de la nature. C'est-à-dire que pour qu'un groupe soit intelligent, il faut qu'il y ait de la diversité. Et que nous dit le théorème de la diversité? C'est que la performance d'un groupe dépend de deux choses, et dépend également de ces deux choses. Ce n'est pas comme s'il y avait coefficient 10 sur un et coefficient 1 sur l'autre. La première chose, c'est naturellement le niveau de performance individuelle, le niveau d'expertise, le niveau de connaissance individuelle de chacun dans le groupe. C'est très intuitif de se dire plus il y a de gens experts dans le groupe, plus le groupe va être expert, évidemment. Okay. Mais ça dépend aussi et également d'une deuxième chose qui est la diversité des opinions dans le groupe. Moins les gens sont d'accord, plus il y a de chances que le groupe soit intelligent. Ça, c'est beaucoup moins intuitif, déjà. Ça veut dire que tout l'intérêt d'un groupe, c'est de confronter des opinions différentes
qui vont du coup rendre le groupe plus intelligent. Plus ça diverge, plus le groupe est intelligent. Et pour que cette intelligence-là soit utile à tous, encore faut-il que chaque opinion s'exprime et que chacun soit encouragé à s'exprimer, d'où l'importance de l'indépendance d'esprit, mais surtout de l'ouverture d'esprit. Quand on fait, par exemple, on fait des grands concours de pronostics sur des sujets complexes, géopolitiques, pandémie, etc., on se rend compte qu'il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres. Et ceux-là, ce ne sont pas forcément les plus intelligents, ni les plus experts. Ce sont ceux qui pensent d'une certaine façon. Et cette façon de penser, c'est principalement ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active. Donc les gens, on pourrait dire, les plus intelligents ont cette ouverture d'esprit active. Et le mot-clé dans l'affaire, c'est active. Ça veut dire quoi? Parce que tout le monde est ouvert d'esprit, on a tous les chakras ouverts, etc. Donc ça, c'est facile. Mais d'être activement ouvert d'esprit, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on va activement chercher la contradiction. On va, avant de se faire une opinion définitive sur quelque chose, qui sera d'ailleurs jamais définitive, parce qu'on est toujours ouvert d'esprit, on va aller demander à des gens qui, nous le savons pertinemment, vont nous porter la contradiction, vont pas être d'accord. C'est très inconfortable. La plupart d'entre nous n'aiment pas ça. Hein, l'intelligence collective, ça repose sur cette friction d'opinions différentes qui nous sortent chacun de notre confort intellectuel habituel. Donc c'est l'inverse de Facebook, si vous voulez. On est là, on sort de la bulle et on va se présenter, on va chercher des gens qui vont vous dire « Non, tu as tort, je ne suis pas d'accord avec toi, et voilà ce que tu as oublié, et voilà ce que tu n'as pas vu, etc. » Et on sort de là en étant plus intelligent parce que du coup, on a plus de connaissances. Et donc la diversité va renforcer ça. Nous voilà fixés sur les secrets de l'intelligence et de l'intelligence à la performance. Il n'y a qu'un pas qu'on peut tous franchir. La diversité est souvent vue comme une source de performance. Mais après, ça dépend de ce qu'on met derrière la notion de performance. Et la performance dans le sens des idées différentes, des perspectives différentes qui permettent d'innover et donc d'avoir une performance économique, mais aussi une notion de performance sociale. Le plus on inclut les gens, le plus on accepte les gens avec leurs différences, le mieux ils sont dans leur peau. Et quand les gens sont bien dans leur peau, ils travaillent bien. Donc une performance, encore une fois, dans le sens économique. Mais aussi la notion d'attractivité. Le plus une entreprise est vue comme une entreprise diverse et une entreprise inclusive, le plus on a des chances d'attirer tout type de personnes. Donc oui, pour attirer les meilleurs, mais il faut que les meilleurs puissent avoir envie de travailler chez vous. Donc c'est un rôle, je dirais, de chaque personne dans l'entreprise. Les managers, les RH, mais tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices. Les entreprises portent une responsabilité particulière parce qu'elles sont complètement insérées dans le tissu social et que par leur intermédiaire, eh bien, il y a une possibilité de transformation durable. Mandela disait il y a la vision, c'est très important, mais derrière la vision, il y a l'action. Toutes ces entreprises s'engagent en se disant, eh bien, finalement, la morale, l'éthique, ça va dans le sens finalement de notre intérêt. Parce que notre intérêt, c'est de parler au plus grand nombre. Donc il n'y a pas d'un côté la vertu et de l'autre côté le profit. On peut à la fois être vertueux et en même temps avoir du profit, avoir une logique d'intérêt en se disant que la diversité, c'est aussi un argument pour son entreprise. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Et c'est pour ça que une des autres choses que je demande aux entreprises qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire, c'est est-ce que le top management, ils sont d'accord? Okay? Et souvent, c'est les RH qui me contactent, qui me disent on va travailler sur les femmes parce que c'est très important. Pourquoi? Et après, est-ce que top management, ils sont d'accord? Et il me dit une fois qu'on commence, ça va donner des résultats qui vont les convaincre. J'ai dit c'est l'inverse, parce que vous avez besoin de ressources. Okay? Et d'où viennent des ressources? C'est top management. C'est eux qui disent, OK, on va mettre un paquet sur ces programmes-là. Et on est convaincu et on va donner la légitimité aussi. Okay? Et sans ça, vous n'avez pas des ressources de personnel, de temps, etc., pour mettre en place des stratégies. Tout le monde matter. C'est quand même ça la vraie leçon. Tout le monde matter. On ne peut pas laisser de côté une partie de la population, une partie des profils, une partie des gens, une partie d'une certaine façon de penser différente, certaines cultures, etc. Tout le monde matter. Et le Black Lives Matter a réussi à mettre ça sur la place publique
d'une façon éclatante. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le mouvement woke, un peu mauvaise presse, moi je trouve ça absolument formidable, ce sens du woke qui veut dire je me réveille, je me rends compte qu'il y a d'autres gens autour. On peut faire presque l'analogie avec la génétique. Moi, je trouve que c'est essentiel. C'est-à-dire, de la même façon que la diversité génétique, c'est le moteur de l'évolution, sans diversité, sans brassage génétique, l'espèce humaine n'a pas beaucoup de futur. Et quelque part, ça ne peut que nous ouvrir, nous rendre plus tolérants, plus curieux, plus intéressants et plus performants. C'est sur ces paroles que s'achève cette masterclass réalisée par Balenciaga. J'espère qu'elle vous aura inspiré dans votre engagement pour plus de diversité et plus d'inclusion. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée à tous.